Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport français. La Coupe du Monde de football est une compétition à part, un événement rare qui transcende le sport et réunit des peuples entiers vibrant à l'unisson derrière leur sélection nationale. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un rêve éveillé, le parcours merveilleux d'une équipe donnée perdante, mais qui, au fil de ses exploits, a uni une nation comme jamais auparavant pour finalement lui offrir une nuit de liesse. Une grande fête inoubliable, éternelle. Certainement le plus beau moment de l'histoire du sport français. Alors, chaussez vos meilleurs crampons, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Stade de France, en cette soirée du 12 juillet 1998. Vous êtes prêts? Let's go! Chercher, ne lâche pas. Oh les Frenchies là, vous êtes dingues. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En cette chaude soirée de juillet, une fièvre bleue s'empare de l'Hexagone. Un raz-de-marée tricolore déferle dans les rues. Partout, les terrasses sont prises d'assaut. Sur les places noires de monde, on joue des coudes pour essayer d'apercevoir les écrans géants. Certains, plus casaniers, trépignent d'impatience devant leur téléviseur. La France a rendez-vous avec l'histoire. Une grande fête se prépare. Tous les ingrédients sont réunis et quelques semaines en arrière, personne, pas même les plus optimistes, n'aurait imaginé un tel scénario. Une finale de Coupe du Monde à la maison contre le pays du foot, le Grand Brésil. Seulement voilà, les tricolores n'étaient pas censés se retrouver à 90 minutes de leur première étoile. Si de nos jours, la France compte parmi l'élite du football mondial, cela n'a pas toujours été le cas. Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. Depuis la génération Platini, les Bleus traversent une longue période de disette. Privés de l'Euro 88 et de la Coupe du Monde 90, ils réussissent à se qualifier pour la Coupe d'Europe 92, sans pour autant passer la phase de poule. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde 94, les choses semblent aller un peu mieux. À 2 matchs à domicile de la fin, les tricolores ont déjà un pied aux États-Unis. Pour valider leur ticket, les Bleus n'ont besoin que d'une petite victoire. Leurs adversaires, Israël et la Bulgarie. Avec des joueurs de classe mondiale, comme Jean-Pierre Papin, Eric Cantona ou encore David Ginola, cela semble à portée de main. Pourtant, les hommes de Gérard Houllier s'apprêtent à vivre le plus grand fiasco de l'histoire du football français. Les Bleus grillent leur première cartouche en s'inclinant dans les dernières secondes face aux Israéliens, qui jusqu'ici n'avaient pas remporté le moindre match depuis 1 an et demi. Une défaite tout bonnement honteuse, mais pas encore fatale. Face à la Bulgarie, la France se fait peur. À 1 partout, les Bleus sont virtuellement qualifiés pour le mondial aux États-Unis. Pour la manière, on repassera. Mais pour l'instant, le résultat y est. Pour l'instant seulement. Dans les derniers instants du match, la France obtient un coup franc dans le camp bulgare. David Ginola aurait pu gagner du temps. Mais non. Ballon perdu. Silence de cathédrale dans le Parc des Princes. C'est Kremeliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Et but à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 de la fin. secondes, Kostadinov qui va... Emile Kostadinov inscrit une frappe surpuissante qui fait trembler la barre transversale de Bernard Lama.
traumatisant au passage des millions de supporters français. La France est une nouvelle fois privée de la plus belle des compétitions. Comme toujours dans ce genre de situation, les fans cherchent un bouc émissaire. Et après son crime contre l'équipe, selon les mots de son propre sélectionneur, David Ginola apparaît comme le coupable idéal. Le fait qu'un joueur ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante. Parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Après cette débâcle, Gérard Houllier démissionne. Son adjoint, Aimé Jacquet, devient le nouveau sélectionneur. Les Bleus arrivent à se qualifier pour l'Euro 96 et atteignent même les demi-finales. Pour autant, le jeu pratiqué ne fait pas l'unanimité. Il paraît donc difficile, au début de cette Coupe du Monde, d'imaginer les Bleus créer l'exploit. Les matchs de préparation n'ont rassuré personne. Que ce soit dans les résultats ou bien le jeu, la France ne fait pas partie des favoris. La presse, le journal L'Équipe en tête, n'y va pas de main morte et vise tout particulièrement le sélectionneur Aimé Jacquet. Elle lui reproche son style de jeu plutôt ennuyeux et une animation offensive aux abonnés absents. Et l'Euro 96 où il nous a ennuyés à mourir, où il s'est trompé dans ses choix tactiques et où il a été battu. Et effectivement, lors des qualifications à l'Euro 96, la France a terminé 4 de ses 5 premiers matchs sur le triste score de 0-0. Mais les journalistes vont trop loin et s'attaquent également à l'homme derrière l'entraîneur, le qualifiant de brave type qui émet des soupirs, ou encore du paysan de Saï-sous-Causan, son lieu de naissance. Les choses empirent le 5 mai 98, lorsqu'Aimé Jacquet dévoile sa liste des 28 et non 22. Le sélectionneur prend tout le monde de court et ne révèle sa sélection finale que le 22 mai 98. Une décision, c'est dur, c'est même très cruel. Mais nous vivons dans un monde cruel. Donc à partir de là, il faut en accepter ou il faut faire autre chose. Une nouveauté qui n'est pas du tout du goût de tout le monde. Et on joue à 13, se moque l'équipe. Au-delà de la forme, ce sont également les choix forts du sélectionneur qui sont remis en question. Les stars Cantona et Ginola sont laissés derrière. Place à la nouvelle génération avec les sélections de Thierry Henry et David Trezeguet en attaque, 21 ans chacun. L'équipe de France s'apprête donc à commencer le tournoi le plus important de son histoire dans un climat sous haute tension, sans aucune référence. Autrement dit, les Bleus vont droit dans le mur. Heureusement, la France hérite d'un groupe largement à sa portée. Danemark, Afrique du Sud et Arabie Saoudite. En effet, les Bleus se qualifient facilement en étrillant d'abord l'Afrique du Sud, puis l'Arabie Saoudite, respectivement 3 et 4-0. Le match des coiffeurs contre le Danemark s'avère, lui, un peu plus compliqué. Mais les hommes d'Aimé Jacquet s'en sortent tant bien que mal. Bilan, 3 victoires en 3 matchs, et seulement 1 but encaissé. Mais pas de quoi se réjouir pour autant, car au vu du manque probant d'opposition, ces résultats sont plutôt perçus comme une formalité. À l'aube des matchs à élimination directe, la France ne fait clairement pas partie des grands favoris. Les Bleus ont encore tout à prouver, et ils devront le faire sans leur mettre à jouer. Sorti sur carton rouge contre l'Arabie Saoudite, Zinedine Zidane est suspendu pour le 8e de finale. Un 8e qui voit les Bleus croiser la route du Paraguay, sorti in extremis de sa poule, avec seulement une victoire. Un adversaire qui semble être une formalité, même sans Zizou. Mais les Bleus retombent dans leur travers. L'équipe de France n'y arrive pas. Elle est en manque d'inspiration et ne parvient pas à enflammer le public. En face, le légendaire portier paraguayen Chilavert porte tout un pays sur son dos. Toutes les critiques sur le jeu stérile et peu inspiré d'Aimé Jacquet commencent à se matérialiser et paraissent de plus en plus justifiées. Au fil du match, la confiance bascule du côté paraguayen. Ils le savent, tout peut se passer sur une séance de tir au but. La fin de la prolongation arrive à grands pas. On joue la 113e minute. Les Paraguayens sont dans leur dernier retranchement, assiégés par une armée bleue aux abords de la surface. Les supporters retiennent leur souffle. Robert Pires tente un énième centre dans la boîte en direction de David Trezeguet. L'attaquant de Monaco a la lucidité de faire le geste parfait, une
Une remise de la poitrine millimétrée pour Laurent Blanc, qui n'a plus qu'à finir l'action en renard des surfaces. Qui va pouvoir centrer pour David Trezeguet de la tête pour Laurent Blanc. C'est le but en or. Le but en or blanc signé Laurent Blanc. Le but en or. Le but qui délivre tout un pays. Mais il est également symbolique. Trezeguet représente le renouveau de l'équipe de France, la nouvelle génération. Laurent Blanc, lui, a connu tous les déboires français depuis la fin des années 80. Tout ce que la France veut désormais mettre derrière elle. Cette équipe a su s'unir et se souder dans l'adversité. La bande des Méjaquets a officiellement lancé son Mondial 98. Si les Bleus ont souffert face au Paraguay, ils vont devoir faire face à un adversaire d'un tout autre calibre en quart de finale, l'Italie. Une équipe qui, historiquement, ne réussit pas aux Français. Zinedine Zidane est de retour de suspension, mais les stars ne manquent pas non plus du côté italien. Surtout dans le secteur défensif. Costa Curta, Maldini et Cannavaro, la meilleure défense au monde. Les Bleus, qui avaient déjà du mal à créer du jeu et se montrer dangereux face au Paraguay, sont inoffensifs face à la Squadra Azzurra et son terrible catenaccio. Les occasions se font rares. Jusqu'aux prolongations. Seul face à Barthez, Baggio rate la balle de match. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Youri Djorkaeff d'avoir une occasion similaire. Mais il bute sur Pagliuca. Personne n'a réussi à tuer la rencontre. C'est le moment de départager les deux équipes au tir au but. La jeunesse française décide de prendre les rênes. Zidane assure le premier pénalty. Lizarazu s'élance, mais sa frappe est trop molle. Heureusement, Albertini rate le suivant. Les Italiens. Qui est très éprouvé. C'est au tour de Laurent Blanc, expert en la matière. Le défenseur ne tremble pas. 4-3. Si l'Italie rate, la France l'emporte. Le tir de Di Biagio s'écrase sur la barre. Et la France est qualifiée. La barre transversale qui renvoie Les Bleus viennent à bout de leur ennemi juré et accèdent au dernier carré. Mais avant d'accéder à la finale, il reste encore une marche contre la Croatie du serial buteur Davor Šuker, tombeur surprise de la Mannschaft de manière autoritaire. Prudence donc. Les hommes des Méjaquets enchaînent les frappes en première mi-temps, sans vraiment se montrer dangereux. Dès le retour des vestiaires, la France perd le ballon sur l'engagement. D'un magnifique petit ballon piqué, Hazanovic efface toute la défense française et trouve Davor Šuker complètement seul face à Fabien Barthez. La Croatie ouvre le score. Mais ces Bleus ne sont plus la sélection de la loose que l'on connaissait il y a quelques années. Ils ont du caractère et ne se laissent pas abattre. Fautif sur le but croate, Lilian Thuram en est le meilleur exemple. Quelques secondes plus tard, il se projette et récupère un ballon dans la surface croate. Le stade chavire, l'ambiance est électrique et pousse les Bleus à multiplier les offensives en seconde mi-temps. Ils ne sont qu'à un petit but du plus beau match de leur carrière. À la 70e minute, Lilian Thuram se retrouve encore très haut sur le terrain. Profitant d'une erreur croate, il ne réfléchit pas et a directement une frappe en dehors de la surface, sur son mauvais pied. La célébration qui s'ensuit est aussi iconique que le but qu'il vient d'inscrire. Aujourd'hui encore, il a du mal à y croire. Il le dit, ce n'était pas vraiment lui sur le terrain ce soir-là. Un doublé d'autant plus fou que ce sont les 2 seuls buts inscrits par Thuram en 142 sélections. Un moment hors du temps. La France mène, mais se fait une dernière frayeur.
Laurent Blanc écope d'un carton rouge évitable dans les dernières minutes. Un fait de jeu qui replonge tous les Français dans la peur. Mais cette équipe de France a changé. Elle ne craque plus dans les derniers instants. La France tient bon à 10 contre 11 et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde, chez elle, en défiant tous les pronostics qui la voyaient à nouveau faire pâle figure devant le monde entier. Les images de liesse collective des joueurs après le coup de sifflet parlent d'elles-mêmes. Ils s'apprêtent à disputer le match d'une vie et pour couronner le tout, ils devront faire face à la meilleure équipe au monde, le mastodonte du football qui a déjà 4 étoiles brodées sur son maillot vert et or, le Brésil. « 12 juillet 1998. Nous y sommes. Aujourd'hui, la France défie les champions du monde en titre. Ronaldo, Rivaldo, Cafu ou encore Roberto Carlos. Des joueurs de classe mondiale à toutes les lignes, avec une expérience de ces rendez-vous au plus haut niveau qui manque cruellement aux hommes d'Aimé Jacquet. Les Bleus en sont conscients. Ils vont devoir faire le match parfait pour venir à bout de l'armada brésilienne. Mais ils sont bien préparés et connaissent certaines faiblesses adverses. Si vous êtes un petit peu futé, malin, essayez de bouger, essayez de les perturber. Ils n'ont pas une rigueur de marquage. Ils comptent sur un Zinedine Zidane plutôt discret jusqu'ici. Mais tout ce qui a eu lieu avant cette finale n'a plus d'importance. Zizou, pendant la Coupe du Monde, ça n'a pas été le meilleur, quoi. Parce que, en fait, quand tu analyses sa Coupe du Monde, pour moi, elle est très moyenne. 90 petites minutes séparent nos Bleus de la conquête d'une première étoile. Alors que les joueurs font leur entrée sur la pelouse, des millions de Français trépignent d'impatience. Contre toute attente, la France domine d'entrée et se procure quelques occasions. Mais il en faut plus. La France a besoin d'un héros. Après Laurent Blanc contre le Paraguay et Lilian Thuram contre la Croatie, qui répondra présent alors que la pression n'a jamais été aussi élevée? Cet ultime héros entre en scène à la 26e minute. Inattentif, Leonardo oublie le joueur qu'il est censé marquer sur son corner. Surgissant hors de la nuit, Zizou se libère et ouvre le score d'un coup de tête ravageur. Corner entrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score. Tout un peuple se met à y croire. Mais de l'autre côté du terrain, la France se fait peur. Le meilleur attaquant au monde, Ronaldo, est lancé face à Barthez. Le gardien français s'en sort bien. Pas de faute sifflée malgré un contact. Il faut de la chance pour devenir champion. Et les étoiles semblent s'aligner pour nos Bleus. Quelques secondes de la mi-temps, Guy Varche, qui est resté muet depuis le début de la compétition, se retrouve seul face à Taffarel. La balle de break est au bout des crampons. Corner. Djorkaeff le tire. Deuxième coup de casque imparable de Zizou qui inscrit un doublé. Zidane! Deuxième but de Zidane! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane! Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. Et je crois que les Français... La France entière se lève pour célébrer l'une des performances les plus mémorables de l'histoire du football. Inscrit juste avant la pause, ce but est un véritable coup de massue pour des Brésiliens qui rentrent au vestiaire tête basse. Les Bleus, eux, sont galvanisés. Plus que 45 minutes à tenir. Et l'invincible Seleção sera terrassé pour de bon. Barthez et la défense tricolore ferment la boutique et repoussent les tentatives désespérées du Brésil. Le carton rouge de Marcel Desailly n'y changera rien. Mais si ce ballon... Oh, attention. Oh là 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 là. Il va être exclu. Oh là là. Il va être exclu. Il est exclu. Oui, il est exclu. Deuxième faute pour Marcel Desailly. Encore une fois, comme tout au long de ce mondial, les Bleus font preuve d'abnégation et prouvent qu'ils ont un mental d'acier. Le traumatisme de 93 paraît bien loin désormais. Pour que la nuit soit encore plus belle, Emmanuel Petit nous offre la cerise sur le gâteau.
À gauche. Petit. Et but. Et troisième But d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. 3-0 face au Grand Brésil. L'équipe de France est sur le toit du monde. Personne n'y croyait et pourtant, elle l'a fait. Elle ne les oubliera pas, mais elle vient de faire taire toutes les critiques. Cette équipe vient de réaliser quelque chose de grandiose. Elle avait été trahie par des journaux tout au long des années. Et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner? Non, je ne pardonnerai jamais. Pour ceux qui ont eu la chance d'être devant ce match, c'est une soirée dont ils se souviendront à jamais dans les moindres détails. Le sport en France n'a jamais été aussi célébré. Le football, en particulier, entre dans une nouvelle dimension. Cet événement transcende même les barrières du sport. Aux quatre coins de l'Hexagone, des gens de tout âge, de tous horizons, se sont identifiés à cette équipe et à sa diversité. Le slogan Black Blanc Beurre, autrefois à connotation négative, est désormais fièrement revendiqué. Il est utilisé pour célébrer nos héros, peu importe leurs origines. Le temps d'un instant, le football a réussi à unir un pays autour d'un exploit retentissant qui a marqué les esprits à jamais. Le genre de moment que seul le football et la Coupe du Monde peuvent nous offrir. Un moment éternellement gravé dans l'histoire de France. Championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là là.